Donc, nous attaquons la partie technique. Les Web Core Vitals. Donc avant, c'est-à-dire avant 2021, votre site devait être responsive pour être visible. Google a commencé à bannir les sites qui ne sont pas responsives. Donc responsive, en québécois, c'est adaptatif, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la taille de l'écran sur lequel vous le regardez. C'est-à-dire dès que vous êtes sur un téléphone, votre site, il va se rétrécir, il va se voir sur un téléphone. La navigation sécurisée aussi. Avant 2021 déjà, il fallait le certificat SSL. C'est-à-dire vous avez le petit HTTPS. Avant, le S, il était uniquement sur les boutiques en ligne où on mettait notre code de carte bancaire. Aujourd'hui, on prend un certificat SSL avec notre hébergement. Ça veut dire que notre site est sécurisé. Ça veut dire que notre site est sûr. Ça veut dire qu'il y a vraiment une personne derrière. C'est pour éviter un peu toutes les arnaques. Voilà. Et le contenu devait être facilement accessible et lisible. D'ailleurs, Carole, fais attention parce que tu as des titres en jaune sur un fond vert. Et là, la lisibilité est un peu juste. Blanc. Blanc sur fond vert, ça sera... Voilà. Voilà. La lisibilité est très importante aussi parce que justement, il y a eu des abus dans les années 2000 où on mettait un fond noir avec une écriture grise, toute petite, toute fine, pas lisible. Il y en a encore, voilà. Et bien ça, c'est pénalisé maintenant par Google. Parce que ça, c'est interdit. C'est-à-dire que les gens, ils mettaient du bourrage de mots-clés là-dedans. La personne ne lisait pas. On mettait Samantha Fox, par exemple. Hein. Ça ne se lisait pas et ça apportait du référencement, en fait. Les gens cliquaient pour aller voir. Mais Google s'est rendu compte que là, c'était une sorte d'arnaque. Donc, ils pénalisent maintenant ces sites-là. Depuis 2021, on a les Core Web Vital ou Web Core Vital, ça dépend comment je les ai écrits. Hein. C'est vraiment les choses qu'il faut mettre en avant. Et là, on va être sur la technique, c'est-à-dire qu'on va être sur la rapidité. La rapidité, on l'a comment? On l'a en allégeant son site le plus possible. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup d'Ardéchois ici, mais quand vous êtes au fin fond de l'Ardèche, et que vous êtes en 4G, que vous passez en 3G, que vous passez en Edge, quand vous voulez voir un site web, c'est un peu plus difficile. Hein. Vous voulez accéder à une carte ou vous voulez accéder à quelque chose, ça devient difficile. Donc, on va alléger son site. Ça peut même être un facteur de taux de rebond. Enfin, moi, je vois, oui, c'est un facteur de taux de rebond. Voilà, c'est exactement. La photo qui charge. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive sur le site, il est lent, on passe ailleurs, on repart, et donc du coup, taux de rebond élevé à cause de ça. Ouais. Par exemple, ceux qui vont mettre des informations sur un diaporama, c'est mort. Oui. Alors, du texte sur du diaporama. Le texte sur du diaporama, alors il y a plusieurs choses. C'est que déjà, tu vas travailler tes images pour qu'elles soient vraiment, vraiment légères. Je ne vais pas y revenir là-dessus. J'ai tout un article de blog qui vous explique comment faire. Déjà, pour les mettre toutes au top. Placement de produit. Il va y avoir marqué sponsorisé sur la, sur la vidéo. Grosso modo, pour avoir toujours les mêmes tailles, moi, simplement, tu utilises Canva, tu mets tes photos dans Canva, et comme ça, tu as toujours la même taille de photos. Tout simplement. Canva, par contre, va te faire des photos un peu lourdes. Donc, tu vas les repasser dans Thingified. C'est un logiciel gratuit. Tu prends tes photos, tu les balances, tu les récupères, elles font 50% du poids. Tu peux avoir une grande photo pour 100K. 100K, c'est rien. C'est ce que tu as dans ton article, c'est ce qui est écrit dans l'article? Oui, dans l'article, j'ai les liens, il y a tout écrit. Comment alléger ses photos pour son site web. Et ça va être très intéressant. Le T-I-N-I, file. File, je pense que c'est ça, ouais. C'est un petit panda. C'est aucun rapport, non, mais c'est un petit panda. Baobab, panda. On voyage aujourd'hui. Donc, déjà, alléger vos images. J'ai une cliente, je lui ai fait un superbe site web et elle avait un super score. Elle m'a mis une image de 4 gigas. 4 mégas. Et donc, du coup, tu arrives sur le site et tu rames. Pour ce qui est des sliders qu'on met des fois en début de site, on peut les désactiver sur portable. Ou on peut faire des petites images comme chez Régine. Comme ça passe mieux.
point quand on veut imprimer une page internet et qu'il y a des images partout et que ça nous crache tout le truc pour imprimer. Ah oui, non, mais on n'imprime pas des images web. Alors, il y a certains logiciels qui vont te permettre d'alléger, de ne prendre que les textes. Tu mets une petite extension sur Firefox notamment. Tu peux demander à n'imprimer que les textes de la page web, ce qui fait que tu ne bousilles pas toute ton imprimante et tu ne vides pas toutes tes cartouches. C'est très important aussi. Mais voilà, une image qui fait 1 méga, ça va plomber votre site. Ça va plomber déjà la sauvegarde de votre site, hein, puisque la dernière fois, je vous ai pris la tête sur la sauvegarde. Vous allez prendre beaucoup d'espace, mais en même temps, vous allez passer toutes vos images. Voilà, c'est très simple. Hein, j'en ai toutes vos images en même temps, et ça va les alléger. Vous avez des plugins que vous pouvez rajouter pour alléger vos images, mais ça veut dire que vous rajoutez un plugin à votre site web, et voilà, il peut rentrer en conflit, il peut y avoir des conflits, des choses comme ça. Donc, vaut mieux alléger avant de le faire. Voilà, donc après, c'est différentes choses qui prennent en compte. Le temps de chargement du premier élément. Donc effectivement, si vous avez une grosse photo, le temps que ça charge, ça mouline. Et vous pouvez repartir. Le temps de chargement des plus gros éléments de la page. Donc, la plus grosse photo, l'image, la vidéo ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on ne met jamais une vidéo directement sur son site web. On va mettre la vidéo sur YouTube. Si on ne veut pas qu'elle soit répertoriée, on la met en non répertoriée. Et on va copier le lien, on va l'insérer dans son site web. Ce qui fait que la vidéo est hébergée par YouTube. Et le poids qu'on a, nous, c'est uniquement le poids du lien. Donc, ultra léger. Pas de vidéo directement sur YouTube. Merci de ne pas plomber. Le temps nécessaire pour que la page réalise sa première action. C'est-à-dire, moi j'arrive sur un site web, je veux cliquer à un endroit, combien de temps il me faut pour pouvoir cliquer à cet endroit en tant que visiteur? Ah oui, non mais oui, il faut le trouver. Mais si par exemple s'il arrive au tout début, en fait, si tu veux, le temps que je puisse moi cliquer sur le bouton, il y a un temps en fait. Si ton bouton, par exemple, il est en dégradé, il clignote ou des choses comme ça prend du temps. Ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est les animations. Si ton site il fait venir comme ça, les textes dans un sens, les textes dans l'autre, l'image qui arrive, l'image qui tourne sur elle-même avant d'arriver, tout ça, ça en général ça prend beaucoup d'espace. Et voilà, le plus simple, souvent c'est le mieux. Hein. Voilà. Et voilà, la stabilité de la page, c'est-à-dire pas trop de pop-up qui passent dans tous les sens. Donc là, vous imaginez bien les sites d'information en ligne, hein, où il y a une vidéo qui se lance, une pop-up, un machin, un son, un bidule et tout ça. C'est traité exprès pour que ce soit hyper léger, parce que sinon, ça vous pénalise dans votre score. Des questions? Tout est compris. Parfait. Là, vous avez PageSpeed Inside. C'est gratuit. Et vous pouvez aller voir à quelle vitesse est votre site. Donc là, vous avez performance. Ensuite, vous avez accessibilité. Ensuite, vous avez les bonnes pratiques. Et ensuite, vous avez le SEO. Donc là, j'ai pris mon propre site. Donc en performance, je suis à 94, c'est très bien. En dessous de 80, ça commence à être limite. Pour l'accessibilité, j'ai pas trop travaillé l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est surtout pour les personnes qui ont besoin de logiciels pour lire les sites web. Et donc notamment, il y a des petits trucs à faire pour pour qu'ils puissent notamment, ceux qui ont des problèmes à manipuler la souris, qu'ils puissent notamment manipuler, aller sur votre site qu'avec les flèches et les boutons espace. Les bonnes pratiques. Hein? PageSpeed Insight, en haut. Ah, d'accord. C'est un E ou un S à la fin? C'est un S. P-A-E-S-P-E-E-D. Et ensuite Insight, I-N-S-I-G-H-T-S. Speed Insight. Et donc, vous avez la performance sur mobile et sur ordinateur, qui n'est pas la même. Ce qui va vous permettre de voir où en est votre site. Voilà, donc il vous met les first content pane à 0,9 secondes, 20 millisecondes, voilà. Voilà, il faut 2,5 secondes avant de pouvoir interagir avec mon site, donc j'ai du travail à faire. En général, quand on arrive sur un site, au bout de 3 secondes, on sait s'il nous plaît, 3, 4, 5 secondes, on sait s'il nous plaît ou pas. C'est comme une publicité, quand on passe une publicité 4x3, quand vous êtes en voiture, si en 3 secondes vous ne l'avez pas lu, c'est que la publicité est mauvaise. Si vous n'avez pas compris ce qu'elle veut dire.
Si vous avez besoin de l'avoir 3-4 fois, c'est pas bon. Donc votre site, c'est la même chose. La personne, elle a 3 secondes pour comprendre ce que vous faites. Le parcours client. Qui c'est qui a déjà entendu parler du parcours client? Ouais, ça y est. Entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est le parcours que vous allez créer pour un client sur votre site web. C'est bien ça? Oui, ça marche aussi en physique. Oui, ça marche en physique, c'est-à-dire les magasins aussi, ils créent un parcours physique pour aller d'un point A à un point B, sachant que les femmes vont plutôt à droite et les hommes vont plutôt à gauche. Donc quand vous rentrez dans un magasin qui fait les deux sexes, vous avez les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Bon, les hommes, ils ont un tiers du magasin pour les 2 tiers féminins, mais Et à ce moment-là, il apparaît. et à ce moment-là, un homme apparaît. Je vais être simplifié pour l'exemple. Voilà, à peu près. Il y a eu sur les magasins physiques, ça a été très abordé sur la refonte des magasins Fnac. Oui, là. Et Darty. Fnac et Darty qui ont fusionné et qui ont fait un parcours client. En fait, le parcours client, si tu dois avoir une image physique de ce que c'est quand tu rentres dans Ikea. C'est tu rentres dans Ikea et tu es obligé de passer par toutes les étapes avant d'arriver à ton petit meuble et donc tu achètes 3 fois truc. Mais il y a des raccourcis. Et donc, quand ils ont créé le Leroy Merlin à Valence, le Leroy Merlin à Valence est fait sur le même système. Si, il y a des raccourcis entre peinture et quincaillerie. Mais t'es obligé, parce que tu ne peux pas obliger les gens. T'as un truc à acheter en plomberie, tu pars en courant parce que t'as pas envie de te taper tout le magasin. Et, hein, voilà. Mais en gros, le parcours client, c'est voilà, Ikea a été championne là-dessus. Et tu regardes des gros magasins comme Carrefour, Vénissieux, qui est donc pas très loin d'Ikea non plus. Tu as un parcours client aussi dans tes magasins, même les plus petits, tu as un parcours client. Tu commences toujours par ce qui est plus cher pour finir par un peu le moins cher et l'obligatoire. La bouffe, elle est toujours après l'hi-fi et tout ce qui est avant. Donc, le parcours client sur un site web, c'est aussi ça. Tu as besoin d'un parcours client. C'est-à-dire que le client, quand il arrive sur ta page d'accueil, qu'est-ce qu'il doit faire? Et est-ce qu'il doit acheter? Est-ce qu'il doit prendre contact? Est-ce qu'il doit aller visionner? Est-ce qu'il doit aller lire? Est-ce qu'il doit faire comme ça? Et j'ai vu aussi, c'est là on va parler des appels à l'action. Tu ne fais pas une page comme ça sans mettre un appel à l'action. C'est-à-dire, dis à ton client quoi faire. C'est à toi de le mener d'un point A à un point B. Tu lui dis, voilà, tu vas ici, si tu veux savoir en plus sur ça, tu cliques ici. Si tu veux en savoir plus là-dessus, tu cliques là. Et ainsi de suite. Et ça va créer ce qu'on appelle du jus. C'est-à-dire qu'on va créer une dynamique dans le site web. Et cette dynamique va être très importante. Et je ne sais pas si c'est là. Tac. Voilà. Comment vos pages mentions légales peuvent vous aider? Si, elles peuvent faire quelque chose. En fait, tu vas voir que ta page mention légale, elle est présente sur toutes tes pages. Donc, Google va la référencer partout. Sauf que toi, elle ne te sert pas. La mention légale, voilà. Mais si, parce qu'elle est obligatoire. Donc, elle est sur toutes les pages. Elle est visible sur toutes les pages. Elle est accessible partout. Et donc, en fait, les gens arrivent sur cette page mention légale, ou du moins le jus. Donc, tu es sur n'importe quelle page, ton lien, il arrive sur cette page. Toutes les pages arrivent sur cette page, donc c'est censé être une page importante, sauf qu'il n'y a rien dessus. Et le client, il est coincé, il n'a rien où cliquer. Et bien, tout simplement, dans les premières lignes, tu rappelles qui tu es, tu rappelles ce que tu fais et tu mets des liens. C'est con, hein, mais ça marche. Tu vas rappeler yoga à Valence, pour en savoir plus, c'est ici. Yoga à Chabeuil, pour en savoir plus, c'est ici. Ainsi de suite. Ça marche juste pour le référencement. Pour le référencement, non, personne n'en a aucun intérêt. On parle uniquement référencement. Ça marche pour le référencement. Si ça fait gagner une place. Ça peut faire gagner des places, oui, parce qu'en fait, plus ta page reçoit de liens, mieux elle est vue par Google. Sauf que la page mention légale, c'est classique, elle est partout, mais donc tout le monde peut y aller dessus, mais il n'y a rien dessus. Donc une page mention légale avec, tu le mets tout au début, tu dis je rappelle, en fait voilà, tu rappelles qu'est-ce que tu fais, tout simplement. Et on met des liens sur les pages. Et sur les pages les plus importantes, sur les pages les plus importantes, que tu juges les plus importantes. Le truc, il est là en fait. Et tu ne dois pas laisser une page sans une action, sans un lien, sans rien faire, quoi. Il faut vraiment... Yoast, il le dit, ça de toute façon. Yoast, il te le dit, ouais, voilà. Vous avez pas mis des liens internes ou externes. Alors, il y a les liens internes, il y a les liens externes. Yoast, il veut toujours des liens externes. Sauf que les liens externes, ça veut dire, j'ai un lien qui va faire partir de mon site.
Les liens internes sont très importants. Le lien interne, c'est pour relier ton site d'une page à une autre. Voilà, tu as fini de lire ça, va lire ça maintenant. Voilà, tu as fini de lire ça. Sauf que Yoast, il veut des liens, il veut pas forcément des boutons d'appel à l'action. Un bouton, il le considère pas comme un lien. Donc des fois, il faut passer au-dessus de ça. Ouais, non, si. Enfin, moi, si. Bah, je Si, sais il te pas, la- il me dit lien interne, ok, parce que j'ai mis, je renvoie des pages, et lien Voilà, oui, mais parce que tu mets un renvoi, c'est-à-dire tu mets un texte avec un lien. bah, je mets un bouton avec un lien dedans. Voilà, et bah, des fois, il prend pas les boutons d'appel à l'action. Donc du coup, voilà, c'est... On l'a mis, Du moment qu'on l'a mis, voilà, il faut voilà, il faut quelques liens, ça fait plaisir au référencement. Ça veut dire aussi que ta page n'est pas morte. C'est pas une page d'atterrissage où il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment, il y a quelque chose à faire. Et c'est à toi de gérer ça. Le client, il dit, bah, Sinon, voilà, le client, il arrive. Moi, j'ai vu un site, quelqu'un qui m'a demandé de vérifier son site. Tu arrives sur un site, il décrit le beau voyage en Thaïlande, et à la fin, tu n'as même pas un lien pour prendre contact. Ça, c'est dommage. Du coup, voilà, mettre des liens régulièrement pour amener le client. Mais à quoi sert cette page? Est-ce que cette page sert à réserver un coaching ou réserver une formation? Est-ce que cette page sert juste à être lue et donc tu amènes à lire d'autres pages? Est-ce que cette page sert à te faire connaître et à permettre de renvoyer ton lien à d'autres personnes? Toujours savoir à quoi sert la page pour savoir que faire au client. Donc le client, il arrive, tout simplement, le parcours client, et donc vous avez dû entendre parler aussi du tunnel de vente, ce fameux tunnel de vente que les Québécois appellent entonnoir de vente, ce qui est beaucoup plus clair. En fait, tu as des clients qui arrivent et c'est comme un entonnoir, tu vas éliminer des clients au fur et à mesure. Parce que tous ne vont pas aller jusqu'à l'acte d'achat ou l'acte de réservation ou autre. Donc, l'entonnoir de vente, tout simplement, au début, c'est en général les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, tu amènes sur ton site web. Sur ton site web, tu les amènes à une page spécifique. Sur cette page spécifique, tu vas les amener à l'acte d'achat. Sur cet acte d'achat, il y en a très peu qui vont aller jusqu'à payer et prendre rendez-vous. Donc ça, c'est à réfléchir aussi dès le départ. Comment on fait arriver les gens jusque chez moi, jusqu'à là où je veux qu'ils arrivent. Et pourquoi ils ne payent pas? Est-ce que c'est... Voilà. Alors après, tu as les tests AB pour savoir exactement. C'est-à-dire, tu fais 2 pages qui sont aléatoires et la personne, quand elle arrive, elle a une page ou pas. Et tu vois si sur la page B, il clique plus souvent que sur la page A, ça veut dire que ta page A a un problème. Donc, tu redupliques la page B et tu refais encore des tests pour savoir. C'est comme ça qu'on sait que le bouton bleu est beaucoup plus intéressant qu'un bouton vert. Dans l'exemple, Eh merde. C'est-à-dire que pour cliquer, pour valider, le bouton rouge, c'est une alerte. Et le bouton entre le bleu et le vert, on fait plus confiance au bleu. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Et juste, quand on présente notre activité, parce que moi, sur ma page, j'ai pas mis de bouton, ça peut juste être le lien vers la page contact, en fait. Le bouton d'action. Le bouton d'action peut être juste le lien de la page contact. Mais tu vois, si ton activité, tu proposes des séances, ce serait bien d'avoir un lien pour accéder sur une page qui présente mieux les séances et une page calendrier où tu peux t'enregistrer. Par exemple, les cercles de femmes, je présente tout. Donc ce serait... Mais là, c'est déjà présenté, en fait. Donc ce serait juste après mettre le lien pour réserver. Alors oui, voilà, la page réservée. La page réservée ou la page calendrier. Parce que les gens veulent savoir aussi, une fois que j'ai lu que c'est un cercle de femmes, est-ce que je veux savoir quand c'est que c'est? J'ai mis les dates. Tu as mis déjà les dates, voilà. Et bien sur chaque date, tu pourrais mettre un bouton réservé ou réserver votre date. Réserver, payer en ligne, tu veux dire ou pas? Tu peux les amener jusqu'à payer en ligne. Comme ça, tu es sûr qu'ils viennent. Ou de téléphoner, me contacter. Ça dépend en fait de ton système. Là, je travaille avec un hypno qui veut faire directement payer en ligne pour que les gens viennent et n'annulent pas au dernier moment. C'est parce que ça, aujourd'hui, on a énormément... Les gens, ils ont l'habitude de cliquer et puis ils oublient carrément leur rendez-vous. Donc, on a mis en place des SMS, des mails de relance comme Doctissimo. Hein. Sauf que, voilà, et même Doctissimo va sûrement passer sur certaines personnes en payant à l'avance avec une empreinte de carte bancaire pour être sûr que la personne se déplace en rendez-vous. Parce que le nombre de rendez-vous annulés aujourd'hui chez les professionnels de santé ou de bien-être est quand même... Hein? Et au restaurant, oui.
Voilà, le phénomène, c'est dire je prends rendez-vous, je clique sur un bouton, j'ai pris rendez-vous et je ne viens pas parce que j'ai oublié, parce que j'ai autre chose à faire et je ne préviens pas. Voilà. Maintenant, j'ai remarqué qu'il propose souvent de le mettre dans l'agenda. De mettre, oui, oui. Aujourd'hui, donc, tu as souvent des modules en fait que tu rajoutes, qui te permet de prendre rendez-vous et ce rendez-vous va t'envoyer un lien, un mail qui va te dire je le mets dans l'agenda et maintenant tu peux même envoyer un SMS 48 heures, 24 heures avant pour rappeler le rendez-vous. Mais ça ne suffit pas, hein, mais tu peux le faire. Ce matin, je me suis inscrite pour participer à un truc de la CCI Drôme. Ouais, c'est Drôme. Et j'ai fait inscription. Il dit OK, vous êtes inscrit, voulez-vous le mettre dans votre agenda? Oui, voilà, ouais. C'est-à-dire que tu cliques pour t'inscrire et là tu cliques pour. En fait, il t'envoie un lien et qui va te mettre sur ton agenda. Donc tu choisis en général entre Apple et Google. Voilà, hein, il n'y a pas beaucoup de choix dans l'agenda. Mais il t'envoie, ou alors certains t'envoient 2 liens. Et donc, c'est toi qui cliques sur Google ou Apple et ils vont te le mettre dans l'agenda. Et donc, avec un rappel aussi, souvent, ils programment aussi le rappel. Mais oui, malheureusement, tu as l'impression que les gens n'ont plus de tête avec la technologie. Et donc, tu es obligé de leur rappeler leur rendez-vous. Moi, je vois si je ne le mets pas dans l'agenda. Ouais. Même un agenda papier, un agenda. Ah oui, tu as les deux, agenda papier et agenda numérique. Numérique, je me rends compte que je ne peux pas regarder comme ça. Non, ouais. Moi, l'agenda papier, j'ai arrêté et je me mets des alertes. Là, j'ai eu une alerte hier matin pour me dire préparer mon sac. Et dans ma tête, je l'ai mis à 10h et puis ne rappelle pas. Et en fait, Ouais. 10h et voilà. Papier, Oui, non, mais on oublie souvent. Et puis, mais ça fait partie de la charge mentale. Et donc, si tu le décharges sur ton agenda, tu n'as plus à y penser. Donc, mais c'est pour ça. Mais quand tu fais des sessions, des cours ou des choses comme ça, c'est excusez-moi. C'est intéressant de faire des rappels. Tu as des petits plugins à rajouter qui envoient des rappels. Alors, le SMS est payant, mais le mail, en général, est gratuit. Oui. Une question par rapport à cette histoire de boutons réservés. Moi, j'ai un site qui n'a pas de lien de vente. Oui, tu vends pas directement. Voilà, mais alors j'ai une page contact avec Ouais. un formulaire. Et je me disais, je vais faire grossir ma page des stages et formations. Oui, stage et formation en plus. C'est intéressant, du coup, de dire, genre, d'avoir la fiche technique avec les prochaines dates et d'avoir un bouton, donc comme un espèce de formulaire contact spécifique à cette page ou à cet article-là. Alors, il y a 2 choses. Déjà, moi, je conseille de ne pas mettre les dates, de dire tu es intéressé, clique ici pour avoir les dates. C'est le système du doigt dans l'engrenage du marketing. C'est-à-dire que tu vas engager la personne. La personne va déjà s'engager une première fois à aller voir les dates. Elle dit ça me plaît, donc je vais aller voir les dates. Et dans les dates, tu vas lui proposer de cliquer pour s'engager un peu plus loin et donc de s'inscrire à un cours ou de s'inscrire à une formation. Mais là, du coup, ma question, c'est est-ce que le clic, il doit renvoyer sur la page contact générale du site? Non. Ou est-ce que tu peux créer une page contact spécifique. Oui, tu crées un formulaire, contact spécifique page par page. Voilà, parce que de toi aussi, ton formulaire contact, tu peux lui donner un nom. C'est-à-dire que quand il arrive de ta page contact, moi, il s'appelle contact de Anne Burtin Création. Quand il arrive de web, c'est page web de Anne Burtin Création. Donc, du coup, tu sais aussi comment gérer les choses. Tu auras toujours des gens qui vont aller sur la page contact pour te demander quelque chose, hein, mais tu crées un formulaire contact spécifique, je pense que c'est mieux. Autant que le stage, c'est pas gênant, qu'il y ait plein de trucs différents. Non, parce que toi, tu vas les nommer. Tu vas peut-être poser des questions sur le stage aussi. Est-ce que vous avez du matériel? Est-ce que ceci, cela? Tu l'inclus directement dans ton... Parce que plus la personne va remplir. Vous n'avez pas remarqué ça? Le nombre de choses qu'on vous demande de remplir, vous vous sentez obligé d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis après, il y a Amazon qui a enlevé les frictions. On appuie, Jacques, c'est commandé, ça arrive demain. C'est... Voilà. Faut pas alourdir, c'est-à-dire dans un formulaire contact, tu mets jamais trop de choses, mais si c'est pas pareil, parce qu'un formulaire contact, tu mets ton nom, comment on te contacte et ce que tu veux. Là, tu vas dire, voilà, je fais un cours sur ça, tac, 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 voilà la fiche de cours, tu es intéressé, regarde les prochaines dates. Tu cliques, la personne arrive, elle voit la dernière date, elle voit les 3 autres dates, et elle peut choisir la date qu'elle veut. Et là, tu mets le formulaire contact, tu sais que la personne est déjà intéressée. Donc, la personne va déjà te remplir plus d'informations. Donc, elle est prête à te donner son nom, son numéro de téléphone, son mail, pour surtout pas louper te dire les 3 dates, les 2 ou 3 dates auxquelles elle est intéressée, te dire si elle a du matériel pour travailler, voilà. Tu peux lui en demander un peu plus à partir du moment où... Mais voilà, essaye, Élodie aussi, peut-être de mettre les dates
sur une page après avec le formulaire contact pour l'inscription. Et si vous voulez pas, après vous pouvez intégrer aussi le paiement en ligne, mais pas tout le monde. Ok. Mais pour les réservations, j'ai vu, ça peut intéresser certains, chez un professionnel de santé, en fait, il fallait 24 heures à l'avance, on recevait un SMS en Oui. disant est-ce que vous confirmez ou non, et si en fait on ne répondait pas, le rendez-vous était annulé. Oui, mais ça on le fait. On le fait de plus en plus parce que les professionnels de santé, et tout ce qui est bien-être aussi, thérapeutes, autres, ont beaucoup d'annulations. Donc maintenant, alors c'est sûr que le centime, le SMS, je crois qu'il est à 10 centimes, donc ça a un coût. Mais finalement, ça n'a pas un si grand coût, c'est-à-dire que le SMS passe par 48 heures avant. Si la personne ne répond pas, pouf, le créneau est libéré, et tant pis pour elle. C'est malheureux, mais... Hein, Il y a un délai pour répondre quand même. oui, elle a un délai pour répondre, mais si tu veux, si 24 heures avant, elle a pas confirmé, c'est rare que tu n'aies pas ton téléphone avec toi aujourd'hui, et que tu... Voilà, mais aujourd'hui, que ce soit des professions médicales agrémentées CPAM ou des professions thérapeutiques autres, il y a un taux d'abandon, d'oubli fantastique. Et puis, tu as des gens aussi qui, chez les médecins, prennent rendez-vous 3 mois avant parce que de toute façon, tu ne peux pas avoir autre chose. Et qui, le jour J, dit non, finalement, j'ai pas besoin d'y aller. Dans le 29 mars. Voilà, tu vois, tu notes. Puis voilà, c'est pour ça que l'agenda numérique est vachement bien. Ok, donc comment vos mentions légales peuvent vous aider? On revient un peu. Vous me faites discuter là. Et il reste un quart d'heure. Blog ou pas blog? Alors, ce qui va être utile aussi dans votre référencement, c'est que votre site bouge régulièrement. Si vous avez un site, que vous le faites, vous le référencez, ok. Et si vous ne le touchez pas de 3 à 6 mois, vous allez dégringoler en fait. Donc, le but, c'est de régulièrement rajouter des choses, modifier un petit peu votre site. Donc, le blog a ça de très intéressant, c'est que de toute façon, il vous oblige à mettre des choses. Vous n'allez pas forcément avoir des choses à dire, des choses à modifier, des promotions, des choses comme ça, ou des ateliers tout le temps. Mais si vous avez un blog, ça va vous permettre d'en rajouter. De plus, le blog va vous permettre de travailler un mot-clé précis, de faire un article sur une problématique. Juste une question rapide. Oui. Avant d'aller dans la mise à jour de toute une page avec un blog et tout, tu dis que c'est important de mettre à jour régulièrement le site internet. Est-ce que Oui. ça peut être juste quelques mots dans une page? Oui, juste quelques mots dans une page, ça suffit pour remettre à jour ton site web. En fait, le robot Google, au début, va passer régulièrement toutes les 48 heures. Au bout d'un moment, il va passer toutes les 72 heures. En fait, tous les moteurs de recherche, ils vont envoyer des robots sur ton site vérifier. Et ils vont le classer ensuite, ton site, dans une grande bibliothèque où il y aura toutes les informations. Du coup, si il voit que ça a changé, il va mettre un indice comme quoi il y a eu une modification. Donc, le site web n'est pas mort. Donc, le site web, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être aussi des photos qu'on met à jour. Des photos qu'on met à jour, voilà, tous les éléments, tout le contenu que tu mets à jour. Des photos, les horaires, du texte. T'es pas obligé de faire une page. Le blog, c'est juste que tu y penses. Alors le blog, moi, je l'ai transformé en différentes choses. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir un blog. Tu peux avoir aussi tes actualités. Tu mets juste une photo avec voilà ce qui s'est passé, tac tac, basta, et ça passe. Tu peux parler de quelqu'un sur ton blog. Tu peux mettre un nouveau cours. Là, par exemple, je vois qu'Élodie a fait plein de photos qu'elle va m'envoyer. Et donc, tu peux créer ton blog en mettant la photo et en disant voilà ce qui s'est passé. Le minimum, c'est de mettre 400 mots quand même pour que ça soit bien pris en compte sur un blog. Voilà. Le minimum, c'est que pour que ce soit bien lu, s'il y a 200 mots, il va dire la page, c'est rien du tout. Hop là. Donc, une photo, 400 mots. Pour avoir des idées d'articles de blog, on peut les voir aussi les contenus chauds et les contenus froids. Voilà. Vas-y, explique-nous les contenus chauds et les contenus froids. Ah Les contenus chauds, ça va être ton actualité. Voilà. Vous avez la fête de la laine à créer. Je vais dire que j'ai fait un atelier à la fête de la laine. J'en ai parlé avant. J'ai dit il va y avoir un atelier à la fête de la laine. Pendant la fête de la laine, c'était sur mes réseaux sociaux. Après, je peux faire un compte rendu, mettre des photos de la fête de la laine. Et mon contenu froid, par contre, ça va être un article de spécialisation sur les teintures végétales, comment on fait les teintures végétales, la garance, en fait, voilà. À partir d'une idée de ce qui s'est passé cette semaine, tu vas pouvoir rayonner sur plein de choses. Donc, par exemple, là aujourd'hui, on fait un atelier SEO.
je vais pouvoir mettre dans mon blog atelier SEO, je vais faire les liens vers les articles qui concernent le SEO et je vais pouvoir faire des articles sur vos questions qui ont été posées. Le contenu chaud, c'est aujourd'hui. Le contenu chaud, voilà. En fait, comment dire, ça passe dans le temps. Le contenu froid, c'est un thème qui va. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le contenu froid, c'est ce qu'on appelle aussi l'evergreen, toujours vert. C'est pas le paquebot qui s'est viandé, qui a coincé le canal de Suez, hein, l'evergreen. C'est aussi un terme marketing pour dire que ça sera toujours intéressant. Et donc dans ton blog, tu as des contenus evergreen, donc des contenus froids, et des contenus chauds, des choses qui vont passer, qui dans 3 ou 4 ans ne vaudront plus rien. Et ça, tu le différencies dans les onglets. Non, tu le différencies. Moi, je le différencie pas. Je sais juste que forcément, quand tu as un titre, un contenu chaud comme une actualité comme ça, je mets dans le titre la date. Parce que du coup, la personne, c'est effectivement, j'aurais fait un cours SEO en 2020 où le cours SEO d'aujourd'hui, c'est février 2023. Je te dis, en février 2024, il y aura des nouvelles normes. Donc, je vais reprendre 90% de ça, mais il va y avoir des modifications. Donc, le contenu chaud, c'est... Voilà. Alors, en fait, un article, c'est un article égale une idée. Et de cette idée, parce qu'en général, tu as une idée, mais ça part dans tous les sens. Le premier article, hein, on part dans tous les sens, on veut dire 50 000 choses. Tu le divises et tu fais un article pour une idée. Tac, 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 tac. Et du coup, tu t'aperçois que tu as 50 idées et que tu n'auras jamais le temps d'écrire 50 articles en une année. Mais voilà, mais c'est vraiment ça. Tu as fait un cercle de femmes, tu vas... dire voilà, j'ai fait ce cercle de femmes, tac tac tac, sans en dévoiler trop, et tu dis bah voilà, il y a cette problématique qui est beaucoup ressortie, je le ferai dans un autre article. Le lieu, peut-être, tu veux faire le lieu, l'atmosphère du lieu, comment les gens se sont sentis, ça sera un autre article. Ok, et tu peux même du coup utiliser cet article sur cette date précise comme un cluster, en faisant plein de liens. Ah non, mais une fois qu'on est parti sur le blog, après, le problème, c'est qu'on a plein d'idées et que le temps de toutes les réaliser, c'est plus long. Voilà, donc j'ai vraiment rien à dire. Non, vous avez toujours quelque chose à dire, une nouvelle réalisation, une nouvelle rencontre, un client qui vous a parlé de ça. Ah oui, c'est vrai, ça, pourquoi pas? Pourquoi j'en parle pas? Sur le yoga, décrire tous les types de yoga. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi toi, tu as choisi ça. Déjà, t'as de quoi dire. Hein. Ça te fait peur à l'avance, voilà. Moi, là, j'en suis un point en ce moment où je suis saoulée de voir toujours les mêmes charalias sur les mêmes sujets que je suis. Hein, voilà. Oui, mais après, voilà, c'est ce qui fera ta différence. Le blog va permettre aussi de donner ta personnalité. Les gens aujourd'hui, agence de communication Valence, je suis en concurrence avec 20 personnes. Facile. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ma personnalité. C'est parce qu'on va se téléphoner, on va se rencontrer, tu auras envie de bosser avec moi, ou au contraire, ma personnalité va te... non, surtout pas. C'est ce qui va faire la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es noyé dans le web. Avant, tu avais un site. Voilà. Aujourd'hui, il y a 50 000 personnes qui proposent exactement la même chose que toi. C'est le principe d'océan rouge, océan vert. Bleu, vert. Océan rouge, c'est-à-dire que ton projet est au milieu, est noyé avec des concurrents. Mais s'il est noyé avec des concurrents, la bonne chose, c'est que ça veut dire qu'il y a une demande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui demandent ça. L'océan bleu, ça veut dire que tu es au milieu de la concurrence et tu vas créer ton propre océan. Et tu vas devenir seul dans cet océan. Qu'est-ce qui fait que tu vas être seul dans cet océan? C'est ce que Martin Latulippe appelle la zone de génie. Qu'est-ce que c'est ta zone de génie? C'est, moi, en général, je parle beaucoup, je donne beaucoup, voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui vont être plus carrés, très carrés, ils auront besoin d'aller vers une personne qui soit très carrée. Qu'est-ce qui fait que il y a le petit truc en plus que tu vas ressortir et qui va faire que je te fais confiance à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Tu peux redéfinir l'océan Océan rouge, océan bleu. Alors, océan rouge, c'est tu es noyé dans la concurrence. Et l'océan bleu, c'est que tu vas trouver le moyen d'être unique dans ton genre. Alors, océan bleu, attention, parce qu'il y a des startups qui se disent « Non, moi, je commence directement dans océan bleu. » Non, si tu es trop novateur, personne ne te connaîtra et personne ne te fera confiance. Donc, il faut trouver un mix des deux. C'est-à-dire, océan rouge, tu fais du yoga.
Mais tu vois qu'il y a énormément de concurrence. Donc, tu vas essayer de ressortir par ta personnalité en général, par le type de yoga que tu proposes, par, par l'endroit où tu le proposes, ça peut être plusieurs éléments, l'océan en bleu. L'océan bleu, tu l'as décrit autrement aussi. La zone de génie. Oui, mais entre les deux, justement. Pourquoi bleu, le projet Qu'est-ce qui va faire que tu es unique dans ton projet? Non, c'est pas. Entre les deux, tu avais dit une super phrase. Écoute, tu note-leur et puis tu verras sur la vidéo. Le moyen d'être unique en son genre. Le moyen d'être unique en son genre. Il me semble Non, que c'était pas ça? Non, mais moi, je m'y souvent la spécialisation, les zones de génie. Voilà. Martin la tulipe qui sort beaucoup ça, mais c'est un terme qui est très, très utilisé maintenant en développement personnel. Mais c'est vraiment ça. On parle de zone de confort, on est bien dans sa zone de confort. Mais dans sa zone de confort, on a une zone de génie. Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Pourquoi les gens vont vers toi? Alors c'est très difficile à définir. Le why. Voilà, le why. Le why, donc on fait d'abord le pourquoi, ensuite on fait le comment, et ensuite, une fois qu'on a trouvé son pourquoi, on peut aller vers les autres. C'est plus facile. Donc, un blog en 2023. Le site web est toujours actif, donc c'est un plus. On pose son autorité aussi. Certaines personnes ont besoin aussi d'en savoir plus sur vous avant de vous faire confiance. Donc ça permet aussi d'améliorer son autorité. Ça rassure son client. On peut montrer son portfolio dans son blog aussi. Dès qu'on a fait une nouvelle création, tu en fais un article de blog, le lien vers la création pour l'acheter. Ou vous souhaitez faire la même chose, hop, le cours pour aider et montrer des actualités. Donc vous voyez que le blog, c'est quand même très étendu. La mise à jour, enfin le fait de mettre quelque chose sur son site, tu estimes à tous les combien qu'il faut faire Pour pas tomber, mettre à jour son site pour pas tomber régulièrement, moi je dirais une fois par mois. c'est pas une fois par semaine non plus, quoi. Parce que Une fois par semaine si tu veux, une fois par semaine, c'est encore mieux. Plus tu mets ton site à jour, mieux Google va te référencer. Il va dire oh là là, il y a tout ça à jour, c'est beaucoup de contenus qui vont aider les gens, donc forcément ça va être mieux que si tu ne mets rien. mais on va dire qu'une fois par mois, c'est le minimum. Voilà. Alors après, avec le blog sur WordPress, ce qui est intéressant, c'est que tu peux créer. Moi, j'aime bien le batch working, c'est-à-dire je prends une journée, je crée et je programme. Et je programme mon article de blog, je programme mes envois d'emails et je programme mes réseaux sociaux. Et comme ça, je sais que c'est diffusé à telle date, c'est tout diffusé. Bon, là, je suis complètement à la bourre en ce moment, mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu fais ça, tu le fais pour un mois et tu es tranquille. Et tu sais que tous les mois, tu vas avoir quelque chose qui se diffuse, toutes les semaines. Les moins, c'est que ça prend du temps. Il faut savoir écrire ou il faut être à l'aise avec l'écriture. Et tout le monde ne l'est pas. Qu'est-ce que je vais dire? Ça, c'est la question qui revient souvent. Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter? Là, on a fait un tour. Il y a plein de choses à raconter. Tu as une actualité, tu as 50 choses à dire autour. Et le blog, c'est pas forcément... Alors, on dit que dans le blog, il y a des articles piliers, des articles moins intéressants. Les articles piliers, c'est des articles de 2, 3 000, 4 000 mots. C'est énorme. 4 000 mots, c'est 10-20 minutes de lecture. Tout le monde ne va pas faire 20 minutes de lecture sur ton blog. 800 mots, c'est bien, c'est à peu près 4-5 minutes de lecture. Donc 800 mots, ça suffit. 800 mots, ça veut dire aussi 3 images. Donc il faut que tu trouves les images et que tu travailles tes titres. Mais c'est déjà beaucoup, 800 mots. Il y en a qui font des blogs avec 400 mots à chaque fois. Mais 400 mots, c'est le minimum. Voilà. Mais tu mets des actualités. Tu mets des choses. Donc il faut trouver des images aussi, puisque du coup, il faut créer de l'interactivité, il faut vraiment créer des choses. Voilà. Et tu mets des liens. Donc le but aussi d'un blog, c'est d'envoyer vers tes offres. Le minimum, ça c'est... voilà. Tu envoies vers tes offres, tes cours, voilà, moi je fais ça, tous les machins, voilà. Le prochain cours, regarde ici le prochain cours. Donc, c'est très intéressant d'avoir une page cours indépendante. Il faut l'entretenir. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment pour toi? Un blog, c'est 6 articles minimum par an. C'est pas grand-chose. Tu écris 3 emails, c'est à peu près la même chose. À peu près. Et oui, il y avait eu la question par rapport au SEO, modifier son site web. Alors, attention, modifier son site web. Donc,
Si on est sur Wix, par exemple, et qu'on veut passer sur WordPress, oui, mais on copie le site quasiment pareil, avec les mêmes URL. Les URL, vous vous rappelez, il y a le www, le nom du site, / le nom de la page. Voilà, ça, on essaye de copier avec les mêmes URL pour que Google ne vous perde pas en route quand on copie un site de l'un à l'autre. Donc après, il y a des outils qui le font automatiquement. On analyse ce qui fonctionne, donc on analyse comment le site fonctionne, quelles sont les pages les plus importantes, qui vient voir quoi, quels sont les mots-clés, et du coup, on réajuste là-dessus. On ne peut pas révolutionner l'arborescence du jour au lendemain. En une semaine, on ne change pas toute l'arborescence. On va changer progressivement. C'est-à-dire qu'on va faire exactement la même arborescence. Tu as des choses en plus, tu vas créer une page en plus pour les mettre. Et puis, au fur et à mesure, tu vas éliminer ce que tu ne faisais pas, ce que tu ne veux plus faire. Et voilà, on va essayer de... Ça s'applique aussi quand tu veux, par exemple... modifier ton site web, modifier tes propositions. Non, mais moi, parce que j'ai un truc en tête à propos de l'arborescence, parce que j'ai 50 tabulations, parce que j'ai ajouté des pages. Ah, les menus? Voilà, et en fait, Alors, si ouais. tu veux réduire le menu, tu sais, quand tu vas sur la page d'accueil. Si tu as un menu comme ça va pas. Voilà. Menu, c'est 5-6 entrées maximum. Voilà, du coup, si je veux réduire le nombre d'entrées et juste mettre 2-3 pages sous une entrée, Ouais. ça, c'est... Ah, ça, tu peux... Ouais, alors en référencement, ouais. En fait, tu fais des pages et des sous-pages. Ça, c'est ce que je recommande aux gens, c'est de faire des pages et des sous-pages. C'est-à-dire, tu as une page principale et dessous, tu vas mettre différentes pages. Relooking home et dessous, on va voir plusieurs choses. Parce que du coup, Google, il va dire, bah oui, Relooking home, elle a tout ça à dire, plus peut-être la catégorie de blog d'articles. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dessus. Mais là, un menu, c'est 5-6 entrées, sachant qu'il y a la page contact, la page qui suis-je. Après, tu as à peu près 4 entrées. Tu as le logo qui fait accueil. Et en bas, tu mets les mentions légales, les CGV, tout ça. Mais c'est 4-5 entrées maximum parce que les personnes, ils sont là en 3 secondes, il faut qu'ils trouvent où ils vont. Donc, si tu leur proposes 50 choses, voilà. Le choix, trop de choix tue le clic, en fait. Hein. Du coup, ma question, c'était, effectivement, j'ai besoin de faire des sous-pages, parce que j'ai trop d'entrées. En même temps, tu es obligé maintenant. Hein. Est-ce que, du coup, je peux faire ça d'un coup, il faut faire au fur et à mesure ouais, moi, alors d'un point de vue graphique, je te conseillerais de faire ça d'un seul coup, de le mettre comme ça et de demander au robot Google. Alors sur Wix, je sais pas comment ça se passe, mais nous, sur WordPress, on peut aller directement demander à Google de re-référencer le site. Quand tu as un Google Analytics, tu vas sur Google et tu dis, voilà, cette page-là, elle est mal référencée, donc tu prends la page principale et tu la re-références pour qu'il voit bien ce que tu as changé, fait comme changement. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis Anne Burtin Création. Si demain, je fais pâtissière, autant prendre un nouveau nom de domaine que garder Anne Burtin Création. Ça sera trop... Voilà, il y a trop de changements. Donc, pour Élodie, là, qui avait besoin de faire... une redirection un peu de son activité, c'est garder ses anciennes activités, mettre la semaine suivante, éliminer l'activité et faire une modification pas après pas. Ah oui, quand tu dis pas à pas, c'est quand même d'une semaine sur l'autre. Oui, non, c'est pas sûr si... Voilà. Le robot, je te dis, il fait toutes les 72 heures. D'accord. Mais par contre, les gens vont chercher Élodie sur cette activité qu'elle aura fait disparaître pendant encore un mois. Et ça apparaîtra encore pendant un mois dans les résultats Google, apparemment, à peu près. C'est comme quand tu mets un site en ligne là tout de suite, tu n'es pas référencé là comme ça maintenant. Il faut un petit temps d'adaptation, que Google te relise, que vérifie, tout ça. Donc changer les pages et modifier son menu, attention, c'est voilà. Donc quand on change les pages, oui, mais on fait pas tout d'un seul coup. Et j'ai des gens qui m'ont demandé de refaire un site, mais refaire un site en changeant tout. Donc tu perds en fait tout ton référencement. Même s'il est mauvais, tu as quand même un petit référencement. Donc autant le garder. URL et redirection. Donc l'URL, voilà, il y a des logiciels qui existent, des plugins pour faire des redirections automatiques sur des anciennes URL vers les nouvelles URL. Et ça, Google va comprendre que, ah tiens, il y a un changement, donc c'est bon. Et on garde le même nom de domaine, même pour un job similaire de graphiste à web design. Par contre, pâtissière, ça passera pas. Mécanique, ça passera pas. Voilà, des trucs, voilà. Si demain je fais des t-shirts graphiques, oui, pourquoi pas. Mais
Voilà. Récap. C'est bon, on est au récap. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, ouais. Les mots-clés dans les HN, H1, H2, H3. Dans les citations. Répétez, mais pas trop. Attention à vos mots-clés. Si vous les mettez vraiment partout, c'est compliqué. Le poids du site web et les animations. Faites attention à vos images et les animations que vous allez mettre pour pas que ce soit trop lourd. Créer un parcours client logique. Google va aussi voir hein, si vous arrivez sur la page cours, je veux savoir les horaires de cours, je clique et j'atterris sur la page contact. Il va pas aimer ça, il va aimer moyen. Enfin. Et donc du coup, voilà, si je demande les cours, j'atterris sur les cours. Si je demande le prix, j'atterris sur les prix, sur les tarifs. On va pas chercher à noyer le client. Réfléchir à ces métadescriptions quand on les met sur Google. Minimiser son taux de rebond, donc ne proposer vraiment du helpful content, ça c'est intéressant, et mettre à jour son site web régulièrement. Ça va? Et ça c'est le début du SEO, parce qu'après vous pouvez faire appel à des professionnels qui vont vraiment travailler vos mots-clés, qui vont vraiment travailler ceci. Voilà, d'accord, ok, c'est bon, on veut pas savoir. Merci pour votre attention. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux questions et je vais vous parler de ChatGPT qui va pouvoir vous aider.